Bonjour. Ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est un cours complet sur les intégrales pour les terminales S. Je me base sur le poly que j'ai distribué au terminal S1 depuis juste avant le confinement. Donc on commencera par introduire les notions dont on a besoin pour construire l'intégrale. Donc on va expliquer des choses à propos de primitives et puis quelques petits rappels sur les aires. Et ensuite, on va faire la construction de l'intégrale. C'est une construction qui se fait à partir de la notion d'aire, mais on va faire ensuite le lien avec la notion de primitive, puisqu'on terminera par le théorème fondamental de l'analyse, qui est un théorème qui est utilisé pour calculer les intégrales à l'aide de la notion de primitive. Alors, une primitive, qu'est-ce que c'est? On se base sur un intervalle réel, donc un intervalle AB, voire R tout entier. On considère une fonction définie sur cet intervalle, à valeur réelle, et on dira qu'une fonction grand F, elle-même définie sur le même intervalle à valeur réelle, est une primitive de petit f, si, d'une part, la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle, et d'autre part, maintenant qu'on sait qu'elle est dérivable, on peut parler de sa dérivée, si sa dérivée est précisément la fonction petit f. Donc en résumé, une primitive de la fonction petit f, c'est une fonction dont la dérivée vaut petit f. Alors, un petit exemple, si vous considérez la fonction f de x égale 2x carré, elle est définie sur R par cette formule, voilà une primitive possible. Je prétends donc que la fonction grand f de x égale 2 tiers de x cube plus 1 définit bien une primitive de la fonction f sur R. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous dérivez cette fonction grand f, avec les formules usuelles de dérivée, vous trouvez 2 tiers de 3x carré plus 0, ce qui après simplification donne bien 2x carré, c'est-à-dire l'expression de petit f. Donc la fonction grand f est une primitive de petit f. Maintenant, si vous regardez mieux la formule que j'ai donnée, vous vous rendez compte que le plus 1 n'était absolument pas nécessaire. J'aurais très bien pu prendre grand f de x égale 2 tiers de x cube simplement, ou j'aurais pu prendre 2 tiers de x cube plus une autre constante que 1. Je pouvais prendre n'importe quelle constante, la dérivée donnait toujours 2x carré. Alors c'est une remarque qu'on peut généraliser. Si je considère deux primitives différentes d'une même fonction, deux primitives grand f1 et grand f2, alors leur différence aura pour dérivée f moins f, c'est-à-dire 0. Or une fonction qui a une dérivée nulle sur un intervalle, elle y est nécessairement constante. Ce qui signifie que deux primitives différentes d'une même fonction ne diffèrent que d'une constante. Si je connais une primitive de petit f sur un intervalle, toutes les autres primitives de petit f seront décalées par rapport à grand f d'une constante. Donc ce seront les fonctions grand f plus k, où k est une constante réelle quelconque. La conséquence, c'est aussi que si on connaît une primitive, alors on en connaît une infinité. À partir du moment où on a une primitive de la fonction petit f, toutes les fonctions grand f plus k, où k est une constante réelle, sont d'autres primitives de la fonction petit f. Alors ce petit k, on appelle ça parfois une constante d'intégration. On expliquera le terme constante d'intégration quand on aura construit l'intégrale un peu plus tard. Concernant les dérivées, on avait un petit problème qui était que certaines fonctions, pourtant bien définies, n'étaient pas dérivables en quelques points, voire dérivables nulle part. Sur les primitives, on a un théorème qui est assez sympathique pour démarrer, puisqu'il dit que si je prends une fonction continue, alors elle possède une primitive. Une fonction continue sur un intervalle réel possède toujours une primitive sur cet intervalle. C'est un théorème bien sympathique, mais malheureusement, alors, si je sais que j'ai une fonction, que j'ai une primitive, j'en possède une infinité, on vient de le dire, il suffit de rajouter une constante. Le problème, c'est qu'on n'a pas de méthode systématique de calcul des primitives. On sait qu'on avait des méthodes systématiques de calcul pour les dérivées à partir de toutes les formules usuelles. Donc, on connaissait les dérivées des fonctions usuelles, on connaissait les dérivées des
des résultats d'opérations sur des fonctions dont on connaissait déjà les dérivées. Donc de proche en proche, on était capable de calculer toutes les dérivées de fonctions construites à l'aide de formules usuelles. Ce ne sera pas le cas avec les primitives, on n'est pas capable de calculer toutes les primitives de fonctions construites simplement par des opérations élémentaires à partir de fonctions usuelles. Mais on saura quand même calculer un certain nombre de primitives, comme on va le voir dans ce qui suit maintenant. Alors on pourrait se demander quelles sont les fonctions dont on sait calculer les primitives. Il y en a un certain nombre quand même, puisque on connaît pas mal de dérivées usuelles, et donc on va en déduire des primitives simples. Par exemple, on sait quelle est la dérivée des fonctions polynômes. La dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Donc si en dérivant, je veux obtenir du x puissance n, il faudrait partir d'une puissance supérieure, x puissance n plus 1. Simplement, quand je dérive x puissance n plus 1, je vais me retrouver avec n plus 1 en facteur. Si dans la dérivée, je ne veux avoir que le x puissance n, il faut diviser par n plus 1. Donc, en voilà une. Une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ceci marche, quel que soit n entier naturel. Ça marche même pour des nombres autres que des entiers. Le seul cas où ça ne marche pas, c'est pour n égale moins 1. Mais pour n égale moins 1, on connaît la réponse. X puissance moins 1, ça veut dire 1 sur x. Or, on connaît une primitive de la fonction inverse. C'est la fonction logarithme népérien, au moins sur 0 plus infini. Quelques autres fonctions dont on connaît les primitives parce que tout simplement elles viennent de dérivées usuelles. Bien entendu, l'exponentielle, c'est sans doute la plus simple, puisque la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc si je dérive exponentielle x, je tombe bien sur exponentielle x. Exponentielle x est donc bien une primitive de exponentielle x. Sur les fonctions trigonométriques, si je cherche une primitive de la fonction sinus ou une primitive de la fonction cosinus, je peux me baser sur ce que je sais sur les dérivées de sinus et cosinus. On sait que cosinus prime égale moins sinus. Donc si je veux obtenir sinus comme dérivée, je dois prendre moins cosinus. Et on sait que sinus prime égale cosinus, donc ça, directement, sinus est une primitive de cosinus. Alors ça permet déjà de calculer quelques primitives de fonctions très simples, mais on a aussi quelques formules de calcul de primitives. Par exemple, on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, si je cherche une primitive à une fonction qui s'écrirait comme la somme de deux fonctions dont je connais déjà des primitives, eh bien, rien ne m'empêche de considérer la somme primitive de u plus primitive de v. En dérivant, ça donnerait bien petit u plus petit v. De même avec le produit par une constante. Donc si je veux obtenir du k fois u, où k est un réel, si je connais une primitive de la fonction petit u, que je noterai grand u, eh bien, en dérivant k fois grand u, on obtient bien k fois petit u. Par contre, on sait que les formules de dérivée de u fois v ou de u sur v sont plus compliquées. Ce qui veut dire que reconnaître dans une expression d'une fonction le résultat de la dérivée d'un produit ou d'un quotient, c'est souvent tout simplement pas pratique du tout. Donc on utilisera en fait très peu les formules issues du résultat de la dérivée d'un produit ou de la dérivée d'un quotient, encore moins de la dérivée d'un quotient. Donc par exemple, si on veut calculer une primitive de ce polynôme, par exemple,
C'est en fait assez facile puisque il s'agit d'une somme de termes qui sont eux-mêmes un facteur fois une fonction connue, et ce sont des fonctions dont on connaît des primitives. Donc, tout simplement, ceci, ce qui se simplifie, en l'occurrence, voilà. On obtient aussi des primitives à l'aide de fonctions issues des formules de dérivation de composés, mais c'est un petit peu plus délicat à utiliser. Je donne simplement un exemple. Il y en a eu d'autres donnés en exercice et il y en aura d'autres. Si vous cherchez une primitive de cette fonction-là, par exemple, x exponentielle de x carré sur 2, eh bien vous pouvez remarquer que x est la dérivée de x carré sur 2. Or, on sait que la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc ici, la fonction que vous voyez ici est bien la dérivée de exponentielle de x carré sur 2. Bien, nous avons vu que nous savons calculer un certain nombre de primitives. Passons maintenant à l'autre ingrédient essentiel de la construction de l'intégrale. Quelques petits rappels donc sur la notion d'aire. Donc, si on considère une partie du plan P, on ne peut pas toujours lui associer une aire, mais on peut le faire avec un grand nombre de parties du plan, donc notamment toutes les parties du plan qui sont délimitées par des courbes connues. Donc si je considère une telle partie du plan, je peux noter A indice P, l'aire de cette partie du plan. Notons que on a quelques propriétés assez simples, notamment si cette partie ne contient rien d'autre qu'un point ou la courbe elle-même, mais pas les points qui se trouvent à l'intérieur, cette partie du plan sera d'aire nulle. Donc l'aire d'un point ou l'aire d'une courbe, d'un segment, c'est toujours 0. Ensuite, si je considère deux parties du plan distinctes, la réunion de ces deux parties du plan forme un nouvel objet dont l'aire sera simplement la somme des deux premières. Enfin, on sait que les aires sont invariantes par rotation, par translation ou par réflexion. Et pour terminer sur les transformations qu'on pourrait rencontrer, si on multiplie toutes les longueurs par un même nombre k, alors les aires sont multipliées par k au carré. Donc une homothétie de rapport k multiplie les aires par k carré. Il y a quelques aires connues, donc notamment l'aire d'un rectangle, c'est donc côté fois côté, l'aire d'un parallélogramme, base fois hauteur, l'aire d'un triangle base et de hauteur connue, base fois hauteur sur 2. Enfin, je donne celle-ci comme exemple un petit peu particulier de celle qu'on aura un peu plus de mal à justifier, mais qui doit être connue. Donc, pour un disque de rayon R, l'aire c'est le nombre pi fois r carré. Alors avant de passer à la construction de l'intégrale, j'avais fait cette remarque que les aires sont multipliées par k au carré lorsqu'on multiplie toutes les longueurs par k, ce qu'on appelle une homothétie. On pourrait se demander ce qui se passe quand on multiplie les abscisses par k mais pas les ordonnées, par exemple. C'est ce qu'on appelle faire une affinité. Alors, un petit exemple. Je vais considérer une aire simple, celle d'un rectangle. Si vous vous mettez dans un repère orthonormé, si je considère donc un rectangle d'aire connue, et que je décide donc de considérer l'aire de ce rectangle d'une part, et de comparer avec ce qu'il se passe lorsque je vais multiplier, mettons, les abscisses par une même constante. Donc ici, j'ai pris un rectangle pour mon exemple qui a pour R 1 fois
la hauteur h, donc pour r, h. Si je multiplie maintenant les abscisses par une même constante, donc si par exemple je décide de prendre un rectangle de même largeur h, mais où je multiplie les abscisses par 2, je me retrouve avec un rectangle qui aura pour r 2 fois h. Et ceci se généralise. Donc une affinité de rapport K multiplie les r par K. Enfin, on peut constater qu'avec ces remarques sur l'air, on est capable d'encadrer l'air d'une partie du plan un petit peu plus complexe que ce que on a rencontré jusqu'à présent. Donc, si je considère une zone du plan délimitée par une courbe un petit peu plus compliquée que ce dont on a parlé jusqu'à présent, je suis quand même toujours capable d'encadrer cette aire en essayant soit d'une part de la remplir avec des rectangles. Donc, si j'additionne l'aire de ce rectangle, plus l'aire de celui-ci, plus l'aire de celui-ci, plus encore quelques rectangles, alors je peux faire à peu près n'importe quoi, simplement je remplis mon aire avec des rectangles. Si j'additionne l'aire de tous ces petits rectangles, j'obtiens une aire qui est plus petite que celle de l'intérieur de la courbe. Mais je peux aussi faire le contraire. Je pourrais décider de recouvrir l'aire de ma surface avec des rectangles, là encore. Donc si j'additionne l'aire de ce rectangle, plus l'aire de celui-ci, plus l'aire de celui-ci, plus l'aire de celui-ci, voilà, par exemple, je peux obtenir cette fois-ci une aire qui est supérieure à l'aire à l'intérieur de la courbe. Donc l'aire à l'intérieur de la courbe, je suis capable de l'encadrer en donnant d'une part une aire plus petite en prenant des rectangles à l'intérieur et une aire plus grande en construisant des rectangles qui recouvrent la surface. Et donc j'ai l'aire à l'intérieur de la courbe qui est comprise entre une somme d'aires de rectangle à l'intérieur et une somme d'aires de rectangle qui recouvre ma surface. Je suis capable d'obtenir un encadrement. Et cet encadrement peut être aussi précis que je veux, ce qui permet, a priori, de pouvoir approcher l'aire intérieure d'aussi près que je veux. C'est quelque chose dont on va se servir pour la construction de l'intégrale, comme on le verra dans un petit exemple un petit peu plus tard. Donc passons maintenant à la construction précisément de l'intégrale. Donc nous revenons à l'analyse. On considère donc une fonction f continue et positive sur un intervalle AB. Alors cette fois-ci, on prend un intervalle fermé, A est un réel, B est un réel, A est plus petit que B, et on prend l'intervalle fermé de A à B. Ce qu'on va appeler donc l'intégrale de A à B de la fonction f, ce qu'on notera donc avec ce signe intégrale de A à B de f de x dx, c'est une aire du plan. C'est l'aire du domaine qui est délimitée d'une part à gauche par la droite x égale a, à droite par la droite x égale b, en bas par l'axe des abscisses et en haut par la courbe de f. Alors quand je parle de en haut, c'est parce que j'ai supposé ici que je prenais une fonction positive. Donc ici, f de x étant positif, les points qui représentent f de x, les points d'ordonnée f de x, se trouvent bien effectivement au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, on va regarder tout de suite comment ceci s'interprète en termes de calcul d'aire et en quoi la remarque qu'on vient de faire sur les rectangles va nous être utile.
Donc, considérons une fonction positive sur un intervalle AB. On va regarder son graphe et essayer d'interpréter ce qu'on vient de raconter à propos de la définition de l'intégrale. Donc, on est sur un intervalle AB et on a considéré une fonction qui est définie sur cet intervalle et qui est positive. On a supposé de plus qu'elle était continue, donc je trace simplement une courbe au-dessus de l'axe des abscisses sans lever le crayon. Donc voilà un exemple de graphe d'une fonction positive et continue sur l'intervalle AB. Et j'ai dit donc que je considérais la zone du plan qui était délimitée à gauche par la droite x égale a, à droite par la droite x égale b, en bas par l'axe des abscisses, et en haut par la courbe de f. Avec cette définition, ce qu'on appelle donc l'intégrale de la fonction f entre a et b, c'est l'aire de cette zone du plan. Donc cette zone du plan que je suis en train de hachurer a pour surface, pour R total, par définition, l'intégrale de a à b de f de x dx. Et ce qui permet de considérer cette intégrale, de considérer ceci comme un calcul d'aire, c'est bien le fait qu'on est capable d'encadrer cette aire à l'aide de cette remarque qu'on avait faite sur les rectangles. Ici, si je découpe mon intervalle AB en n petits intervalles, tous de même largeur, donc ces petits intervalles ici ont chacun pour longueur la distance AB, c'est-à-dire B-A, divisée par n. Donc chaque petit intervalle ici a pour longueur B-A divisé par n. Et avec cette découpe, je peux effectivement couper mon aire en petits morceaux. Et je pourrais approcher cette aire avec la remarque qu'on vient de faire au-dessus. Vous avez encore la figure ici, c'est-à-dire que je peux tenter soit de remplir cette zone avec des rectangles, donc de prendre des rectangles qui ont pour largeur b-a sur n et pour hauteur le minimum de la fonction f sur ces petits intervalles. Donc je prends simplement la valeur minimum de la fonction sur ces petits intervalles et je prends ça comme hauteur de mes rectangles. Et si j'additionne l'aire de tous ces rectangles, j'obtiens une aire qui est plus petite que l'aire recherchée. Mais je pourrais aussi prendre non pas le minimum, mais le maximum de la fonction sur chacun de ces intervalles. Et cette fois-ci, en additionnant donc tous ces rectangles, celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, etc., j'obtiens une aire qui est plus grande que l'intégrale de f. Si je résume tout cela, ça veut dire que mon intégrale, je suis capable en fait de l'approcher de la façon suivante. Donc cette intégrale est d'une part plus grande que la somme des rectangles dont les hauteurs seraient les minima de la fonction sur chacun des petits intervalles, et plus petite que la somme des rectangles dont les hauteurs sont les maxima de la fonction sur ces petits intervalles. Or, à chaque fois, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, je viens de le dire, de somme. C'est-à-dire, je peux considérer la somme pour toutes les valeurs de k entre 0 et n-1 des f de xk fois la largeur b-a sur n, où les xk ici sont les points
où f atteint son minimum entre a plus k fois b moins a sur n et a plus k plus 1 fois b moins a sur n. Alors, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ça, c'est pour la partie, pour la somme des rectangles d'air inférieur, la somme des rectangles d'air supérieur. Ce serait en fait à peu près la même formule. Sauf que cette fois-ci, la suite xk que je vais considérer, ce ne sont plus les points où f atteint son minimum, mais ceux où f atteint son maximum. Donc les f de xk ici sont non plus les minima, mais les maxima de la fonction. Sur ces petits intervalles de largeur b-a sur n, donc systématiquement toujours entre a plus k fois b-a sur n et a plus k plus 1 fois b-a sur n. Alors, c'est un petit peu compliqué comme formule, mais on pourrait dire de façon plus simple. Donc si je prends la somme pour k entre 0 et n-1 des f de xk fois b-a sur n, où les xk ici sont des points bien choisis dans l'intervalle qui va de a plus k fois b-a sur n à a plus k plus 1 fois b-a sur n, eh bien ces aires vont avoir tendance à se rapprocher de l'intégrale recherchée. Autrement dit, quand je prends la limite de ceci, quand n tend vers plus infini, eh bien je m'attends à tomber sur l'intégrale recherchée. Alors cette définition, c'est ce qu'on appelle faire une somme de Riemann. Donc, du nom d'un mathématicien qui a inventé cette manière de construire l'intégrale, Bernhard Riemann. Cette définition donc d'une somme de Riemann, je ne vous demande pas de l'apprendre, mais par contre, elle permet de comprendre ce symbole en fait. Qu'est-ce qu'on fait ici en fait? On additionne des valeurs de la fonction multipliées par des petites variations de x. Qu'est-ce que c'est que ce b-a sur n? C'est effectivement la largeur d'un petit intervalle ici. Donc il s'agit bien à chaque fois d'additionner des aires de rectangle. La valeur de la fonction vous donne la hauteur du rectangle, le b-a sur n vous donne la largeur du rectangle, vous additionnez un grand nombre de f de x fois dx, vous additionnez un grand nombre de f de x fois dx. Ce symbole, en fait, signifie limite quand n tend vers l'infini d'une somme. Donc il s'agit d'une généralisation de la notion de somme, mais au cas continu. Alors si on en revient à la définition de l'intégrale que j'avais donnée tout à l'heure, ce qui permet effectivement que ces sommes des minima et ces sommes des maxima convergent bien quand n tend vers plus infini vers une même limite, c'est bien l'hypothèse que la fonction est continue et qu'on travaille sur un intervalle fermé borné AB. La démonstration est assez délicate, donc elle n'est pas au programme, je ne vais pas tellement la détailler, mais j'insiste simplement, c'est bien ces hypothèses-là, continuité sur un intervalle fermé borné, qui permettent à Riemann de démontrer que sa construction est bien cohérente et qu'on a bien convergence de ces sommes. Et donc on peut bien parler de l'aire du domaine délimité de cette façon-là. Et puis on peut généraliser cette notion. Je viens de dire qu'il s'agissait de généraliser la notion de somme. L'hypothèse que la fonction est positive n'est absolument pas nécessaire lorsqu'on additionne des valeurs. Donc on pourrait généraliser cette notion et ne plus en fait parler systématiquement de calcul d'aire. On pourrait considérer une fonction qui change de signe sur un intervalle AB
qui passe de valeur positive à valeur négative. Ça ne pose pas tellement de problème. On peut même aussi supposer qu'elle possède un petit nombre fini de discontinuités, qu'elle saute d'une valeur à une autre. Tant que sur certains intervalles bien choisis, elle reste continue, notre construction va continuer à être cohérente. On va additionner d'une part les aires délimitées comme on vient de le faire sur les intervalles où la fonction est continue et positive. Et puis sur les intervalles où la fonction est continue et négative, on soustraira les aires. Donc, pour généraliser cette notion de somme, lorsqu'on additionne des nombres positifs, on additionne des aires. Lorsqu'on additionne des nombres négatifs, on va soustraire les aires des rectangles. Donc, en additionnant d'une part les parties où la fonction est positive, puis en soustrayant les aires correspondant au domaine où la fonction est négative, on obtiendra une généralisation de la notion d'intégrale. Enfin, on peut encore généraliser cette définition en intégrant une fonction de A à B sans avoir à supposer que A est plus petit que B. Pour l'instant, on voit ça comme une convention. On va dire que l'intégrale de B à A de f de x dx, c'est l'opposé de l'intégrale de A à B de f de x dx. Ce sera justifié par les remarques qu'on fera ensuite sur les propriétés de l'intégrale. Bien, je propose donc de calculer cette intégrale, l'intégrale de 3 à 0 de x-2 dx, par la méthode des calculs d'aire, ce qui n'est en général pas la méthode suivie pour le calcul des intégrales, mais qui est bien pratique dans le cas d'une fonction affine, comme ici. Même lorsqu'on n'intègre pas de a à b avec a plus petit que b, ici on voit qu'on a a plus grand que b, 3 plus grand que 0, ça ne va pas poser de problème, comme on va voir pour le calcul de l'intégrale. Donc il s'agit ici de tracer d'abord le graphe de la fonction f de x égale x-2 dans le domaine considéré, donc entre 0 et 3. Il s'agit d'une fonction affine, donc son graphe sera une droite, il suffit d'avoir deux points. f de 0, c'est 0 moins 2, ça fait moins 2, donc on passera par ce point. Et puis f de 3 égale 3 moins 2 égale 1, donc on passera par le point d'abscisse 1, par le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 1. Donc, voilà le graphe de cette fonction. Il s'agit d'une droite, ce qui n'est pas très surprenant, on est devant une fonction affine. C'est une droite qui passe à l'ordonnée 0 quand l'abscisse vaut 2. Effectivement, 2 moins 2 égale 0. Ce point est utile pour nos calculs, donc on le remarque. Maintenant, de quoi va-t-il s'agir? Eh bien, l'intégrale qu'on veut calculer, première remarque, c'est l'opposé de l'intégrale de 0 à 3 de x moins 2 dx. Ça, c'est la dernière remarque qu'on vient de faire. Donc, l'opposé de cette intégrale. Or, maintenant, l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx est définie, normalement, en additionnant d'une part les aires situées au-dessus de l'axe et en soustrayant celles situées en dessous de l'axe. Donc, on va additionner cette aire et soustraire celle-ci. Or, on a de la chance, ici, il s'agit juste d'aires de triangle. Donc, il s'agit de prendre cette aire-là moins celle-ci. On n'oubliera pas de mettre un signe moins devant le résultat, puisqu'on a dit qu'on voulait l'opposé de ce calcul. L'aire de ce triangle-là, eh bien, la base vaut 1, la hauteur vaut 1. Donc cette aire vaut base fois hauteur sur 2. Quant à cette aire-là, eh bien, la base vaut 2 unités, la hauteur vaut 2 unités. Donc ici, cette aire-ci vaut 2 fois 2 divisé par 2. Et comme elle se retrouve en dessous de l'axe, on a dit qu'on la soustrayait dans le calcul. Donc finalement, notre calcul d'intégrale peut être fait à l'aide de calcul d'aire, et on obtient ici moins 1 demi moins 2, ce qui nous fait moins
moins 3,5, donc 3,5, 1,5. Bien, passons maintenant aux propriétés de l'intégrale qui se déduisent de nos constructions. La première chose qu'on ait faite, c'était de construire l'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle AB. Donc si je me place dans cette hypothèse, si f est une fonction continue sur un intervalle AB, si d'autre part cette fonction est positive sur tout l'intervalle, l'intégrale est une R, or une R c'est positif. Donc l'intégrale de A à B de f de x sera positive si la fonction elle-même est positive entre A et B. On peut remarquer d'ailleurs que cette intégrale ne vaudra 0 que si la fonction est elle-même nulle sur tout l'intervalle, ou cas extrême, si A est confondu avec B et que donc on intègre sur un intervalle de largeur nulle. La preuve, je le rappelle, est toute simple, c'est une R et une R c'est positif. Une autre propriété importante qui découle des définitions qu'on a faites auparavant, c'est la relation de Schall. Si j'ai une fonction qui est définie sur un intervalle qui contient les points A, B et C, si j'ai toutes les hypothèses nécessaires pour pouvoir parler de l'intégrale de f, donc je rappelle, il suffit que la fonction soit continue sauf éventuellement en quelques points, alors l'intégrale de A à C de f de x dx, je peux l'obtenir en faisant l'intégrale de A à B, puis en additionnant l'intégrale de B à C. Ça ressemble effectivement à une relation de Schall. Rappelez-vous, la relation de Schall sur les vecteurs AC, c'est égal à vecteur AB plus vecteur BC. Or ici, on a quelque chose qui ressemble beaucoup. L'intégrale de A à C est égale à l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C. Une autre propriété, peut-être moins évidente à partir des définitions, mais qui peut aussi s'expliquer par des propriétés géométriques, donc notamment en revenant à nos histoires de somme d'aires de rectangles. Si je considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle, et lambda un nombre réel, si je prends a et b deux nombres quelconques dans l'intervalle, et que je veux donc calculer l'intégrale de f ou l'intégrale de g, j'ai cette remarque importante, l'intégrale de f plus lambda fois g sur l'intervalle AB, ou entre a et b, c'est l'intégrale de f entre a et b plus lambda fois l'intégrale de g entre a et b. Donc je résume, l'intégrale de f plus lambda g, c'est intégrale de f plus lambda fois l'intégrale de g. En effet, la multiplication par lambda correspond à une affinité sur les ordonnées. On multiplie les ordonnées par lambda. Si lambda est positif, ça revient à multiplier l'aire par lambda. Si lambda est négatif, l'aire sera multipliée par valeur absolue de lambda, mais comme on obtient un résultat négatif, eh bien l'intégrale sera aussi l'opposé. Donc l'intégrale de lambda g, c'est bien lambda fois l'intégrale de g. Enfin, quand j'additionne les deux fonctions, j'additionne les hauteurs des rectangles, et donc, effectivement, les intégrales vont s'additionner. Alors, ces propriétés ont quelques corollaires importants, dont notamment celui-ci qu'on appelle aussi positivité de l'intégrale, un petit peu comme la première propriété, mais qui est une conséquence de la positivité de l'intégrale. Si j'ai une fonction f qui est inférieure à une fonction g, alors g moins f sera positive. Donc l'intégrale de g moins f sera positive. Or l'intégrale de g moins f, c'est l'intégrale de g moins l'intégrale de f, par la remarque qu'on vient de faire, par la linéarité. Dire que l'intégrale de g moins l'intégrale de f, c'est positif, ça revient à dire que l'intégrale de g est plus grande que l'intégrale de f. Ça donne un résultat assez simple. Si f est plus petite que g, alors l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Attention, sur un intervalle AB, donc avec a plus petit que b pour ce théorème. Une conséquence de ce que l'on vient de voir, c'est que si j'ai une fonction f dont je connais un minorant et un majorant sur l'intervalle AB, si f de x est à la fois plus grande que petit m et plus petite que grand M, on peut considérer par exemple que petit m serait le minimum de la fonction sur l'intervalle et grand M le maximum, alors on se retrouve dans un cas de comparaison comme le précédent, l'intégrale de f sera plus grande que l'intégrale de la constante petit m et plus petite que l'intégrale de la constante grand M.
Or, l'intégrale d'une constante, c'est simplement l'aire d'un rectangle. Donc, petit m fois la largeur de l'intervalle pour petit m, et grand M fois la largeur de l'intervalle pour grand M. Ce théorème s'appelle inégalité de la moyenne pour une raison assez simple en fait. Si vous regardez ce qui est fait ici, si vous divisez maintenant le tout par b-a, vous obtenez cette inégalité-là. L'intégrale de f entre a et b divisé par b-a est plus grande que petit m et plus petite que grand M. Alors ici, avec l'hypothèse que a est plus petit que b, on avait aussi cette hypothèse dans le théorème précédent. Or, ça veut dire donc que si ma fonction f est comprise entre deux valeurs petit m et grand M, alors l'intégrale divisée par la largeur de l'intervalle est elle-même comprise entre petit m et grand M. Si ma fonction ne varie pas beaucoup, ça veut dire que cette intégrale divisée par b-a est elle-même comprise entre le minimum de la fonction et le maximum de la fonction. Cette valeur intégrale de a à b de f de x dx divisée par b-a généralise la notion de valeur moyenne. Donc on va appeler ça la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle AB, ce qu'on va donc interpréter géométriquement maintenant. Donc pour comprendre cette inégalité de la moyenne, on peut donc supposer donc qu'on a une fonction f dont le graphe entre a et b est entièrement compris entre une valeur minimale petit m et une valeur maximale. Alors j'ai même pas pris le minimum et le maximum, hein, j'ai bien pris un minorant et un majorant. Effectivement, ça s'interprète assez facilement géométriquement. La fonction f ici entre a et b est plus grande que petit m, donc l'aire grisée va effectivement être plus grande que l'aire de ce rectangle. Et comme f est plus petite que grand M, eh bien l'aire va être plus petite que celle de tout ce rectangle. L'aire qu'on a ici est en fait proche de l'aire d'un rectangle dont l'aire se situerait quelque part entre petit m et grand M. Or, si je prends la valeur de l'intégrale divisée par b-a, j'obtiens une valeur que je peux interpréter effectivement comme la valeur moyenne de la fonction. La valeur moyenne de la fonction, ce serait la hauteur d'un rectangle dont l'aire serait égale à l'intégrale de la fonction. Ici, 1 sur b-a fois l'intégrale de a à b de f de x dx est bien comprise entre petit m et grand M. Notre interprétation de la valeur moyenne, c'est effectivement une interprétation simple. La valeur intégrale de a à b de f de x dx divisée par b-a, c'est la valeur d'une fonction constante qui aurait la même intégrale que f sur l'intervalle AB. Alors on en arrive enfin au théorème fondamental de l'analyse, donc au lien qu'il va y avoir entre les intégrales et les primitives. Je donne un premier énoncé de ce théorème, il y en aura un autre légèrement différent ensuite, et en fait c'est l'énoncé légèrement différent dont on donnera l'idée d'une démonstration. Mais la forme qui sera la plus utilisée pour ce théorème, c'est cette première forme. Si je considère une fonction continue sur un intervalle qui contient donc les nombres a et b, ça me permet donc a priori de pouvoir parler de l'intégrale de f entre a et b. Et si je considère grand F une primitive de la fonction petit f sur cet intervalle. Donc je rappelle qu'on a pour l'instant admis le théorème qui dit qu'il existe une primitive de petit f sur cet intervalle. Donc l'intégrale de la fonction f entre a et b, intégrale de a à b de f de x dx, c'est la variation de la primitive entre a et b. Autrement dit, la valeur de la primitive en b moins la valeur de la primitive en a. Ce grand f de b moins grand f de a, souvent on le notera avec cette notation, donc grand f de x entre crochets, petit a en bas, petit b en haut. Un autre énoncé du même théorème serait celui-ci. Si je considère une fonction f continue sur un intervalle i et que l'intervalle lui-même contient un nombre a, alors je peux définir une fonction grand f
par intégrale de a à x de la fonction petit f. Notez là-dedans que comme j'ai déjà utilisé la variable x à l'intérieur de la définition de l'intégrale, je ne peux pas réutiliser la même lettre x, mais cette lettre n'ayant pas d'importance, j'en utilise tout simplement une autre, donc intégrale de a à x de f de t dt. Eh bien, cette fonction grand F est une primitive de la fonction petit f. C'est l'unique primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i qui s'annule en a. Si j'arrive à démontrer ce théorème, eh bien, j'aurais bien effectivement démontré que la fonction petit f possède une primitive sur l'intervalle i, précisément qu'il y a une primitive qui s'annule en a et qu'elle est définie grâce à l'intégrale. Si notre construction par les sommes de Riemann de l'intégrale est admise, si on arrive à démontrer ce théorème, on aura démontré l'existence des primitives. Et on va le faire maintenant, en tout cas pas une démonstration parfaitement formelle, mais une explication de ce résultat qui a pour conséquence la première version du théorème fondamental de l'analyse qu'on a donné juste auparavant. Donc pour expliquer ce qui se passe ici, je prends un exemple d'une fonction positive, mais ce que je vais raconter pourrait s'appliquer à une fonction qui change de signe. J'ai mis ici mon x à droite de a, j'aurais aussi pu l'imaginer à gauche, c'est simplement que on est ici devant le cas le plus simple à interpréter géométriquement. J'ai donc une fonction qui est continue, dans un domaine qui contient le nombre a, et je définis, comme je viens de le faire auparavant, la fonction grand F de x comme étant l'intégrale entre a et x de ma fonction petit f, fonction dont je vais tracer le graphe ici. Donc, notre interprétation, c'est que ma fonction grand F de x désigne l'aire en dessous de la courbe de f entre une valeur fixée petit a et une valeur variable petit x. Quand je change la valeur de x ici, je vais changer l'aire située sous la courbe, donc la valeur de grand F de x. Et notamment, si je me place un petit peu plus loin que x, en un point x plus h, l'intégrale de a à x plus h de f de t dt sera l'intégrale de a à x de f de t dt plus intégrale entre x et x plus h de f de t dt. L'intégrale de a à x plus h de f de t dt, c'est grand F de x plus h. Et donc grand F de x plus h, c'est grand F de x plus cette intégrale entre x et x plus h. Une autre manière de le dire, c'est de dire que l'intégrale de a à x plus h moins l'intégrale de a à x, grand F de x plus h moins grand F de x, c'est juste l'intégrale sur ce petit morceau. L'intégrale de x à x plus h de f de t dt. Or, selon l'inégalité de la moyenne, cette intégrale, c'est la largeur de l'intervalle fois la valeur moyenne de la fonction f sur ce petit intervalle. Cette aire est proche de celle d'un rectangle dont la hauteur serait la valeur moyenne de la fonction sur ce petit intervalle. Ce rectangle ici a pour r h fois, alors h parce que c'est la largeur de ce rectangle, fois la valeur moyenne de la fonction sur ce petit intervalle. Or, la valeur moyenne ici est située entre le minimum de f sur cet intervalle et le maximum de f sur cet intervalle, mais si h était très petit, eh bien ceci c'est proche de, et c'est ça que je ne justifie pas complètement, c'est proche tout simplement de la valeur de f ici, f de x. Ce proche de, c'est bien en fait lorsque h tend vers 0,
que la valeur moyenne va se rapprocher de f de x. Autrement dit, quand h tend vers 0, si je prends grand f de x plus h moins grand f de x et que je divise par h, eh bien ceci va tendre vers petit f de x. Or, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est la définition qu'on a vue dans le cours sur les dérivées, c'est la dérivée de grand F. Ce qui signifie que la fonction grand F a bien effectivement comme dérivée petit f. Autrement dit, la fonction grand F, qu'on avait construite par une formule d'intégrale, se trouve être une primitive de la fonction petit f. Et quelle primitive? Eh bien, regardons simplement la valeur en A. Grand f de A, c'est l'intégrale entre A et A de f de t dt, donc une intégrale sur un intervalle de longueur nulle, c'est 0. Ce qui montre le théorème qu'on avait annoncé. La fonction petit f possède bien une primitive qui s'annule en A, et cette primitive est donnée par cette formule d'intégrale. Maintenant, si je me place non plus entre A et X, mais entre A et B, la valeur de l'intégrale sera bien grand F de B moins grand F de A, ce qui prouve la première forme du théorème. Bien, nous allons terminer ce cours sur les intégrales par quelques exemples de calcul d'intégrale qui utilisent ce théorème fondamental de l'analyse. Alors, on va commencer par refaire le calcul de l'intégrale qu'on avait faite tout à l'heure. Il s'agissait de l'intégrale de 3 à 0 de x moins 2 dx. On avait fait ce calcul par une interprétation en termes d'air. On va le faire maintenant avec la méthode issue du théorème fondamental de l'analyse. Pour ceci, il nous faut une primitive de la fonction f de x égale x moins 2. Or, comme il s'agit d'un polynôme, on l'a vu tout à l'heure, primitive d'un polynôme, c'est assez simple à obtenir. Primitive de x, ce serait x carré divisé par 2. Primitive d'une constante, donc primitive de 2, ce serait 2 fois x. On peut le vérifier simplement en redérivant. La dérivée de x carré sur 2, c'est bien 2x divisé par 2, ce qui fait x. La dérivée de 2x, ça fait 2. Par linéarité, la dérivée fait bien x moins 2. Et le théorème fondamental de l'analyse nous dit l'intégrale est égale à la variation d'une primitive quelconque, pas nécessairement celle qui s'annule ici, puisque si j'ai rajouté une constante d'intégration dans la primitive, comme je prendrais la valeur de la primitive en un point moins la valeur en un autre, la constante d'intégration va disparaître des calculs. Donc, valeur en 0 moins valeur en 3. La valeur en 0 de cette primitive, c'est 0 au carré sur 2 moins 2 fois 0. Je l'écris, mais bien entendu, ça fait 0. Moins, donc la valeur en 3 ici, c'est-à-dire 3 au carré sur 2, moins 2 fois 3. Donc la première ici, 0, moins la deuxième, 9 sur 2, ça fait 4,5, moins 6, on est donc à moins 1,5. Zéro moins moins 1,5, ça fait bien 1,5, même résultat que ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Je résume. Pour calculer l'intégrale, je prends une primitive de x moins 2 et je prends la variation de cette primitive, donc valeur en 0 moins valeur en 3, ce qui me permet de terminer le calcul. Un autre exemple un tout petit peu plus avancé avec un calcul intégral qui cette fois-ci n'aurait pas pu être fait directement par un calcul d'air. Si je cherche une primitive de 2x sur x carré plus 1, dx entre 0 et 2, donc l'intégrale de 2x sur x carré plus 1 dx entre 0 et 2,
Je peux constater ici que 2x sur x carré plus 1, c'est de la forme u' sur u, c'est-à-dire la dérivée de ln de u, où u ici est égal à x carré plus 1. Donc on a la variation de ln de x carré plus 1 entre 0 et 2, puisque la dérivée de ln de u, c'est bien u' sur u. Ce qui nous donne donc ln de 2 au carré plus 1, ln de 5, moins ln de 0 au carré plus 1, ln de 1, et comme ln de 1 vaut 0, ceci est égal à ln de 5, et nous avons donc terminé notre calcul d'intégrale. Pour résumer, pour calculer une intégrale, la méthode la plus efficace consiste à chercher une primitive de la fonction que l'on veut intégrer et utiliser directement le théorème fondamental de l'analyse qui nous dit que l'intégrale est égale à la variation de la primitive. Voilà, ce cours est terminé. Dans une prochaine vidéo, on abordera un type de problème assez typique des problèmes de bac sur les intégrales qui sont les études de suite d'intégrales. À bientôt!